Bienvenue dans cette masterclass sur Microco. Je m'appelle Ahmet et aujourd'hui, on va parler de prise de parole. Je suis le fondateur de Crateo, une agence de formation en prise de parole spécialisée pour les enjeux de dirigeants et des entrepreneurs. Aujourd'hui, notre sujet, ça va être comment se mettre dans les bonnes prédispositions mentales pour se faire confiance et augmenter sa compétence en prise de parole. J'aimerais tout de suite attaquer une croyance que vous pouvez avoir et qu'on peut avoir aujourd'hui dans la société quand on parle de confiance en soi, c'est que il faudrait faire des affirmations positives, il faudrait se regarder dans le miroir et se dire « tu es plus fort, tu peux y arriver, t'inquiète, ça va le faire ». Moi, je trouve que c'est absolument pas utile pour vous parce que, en réalité, votre niveau de compétence va déterminer votre niveau de confiance et pas l'inverse. C'est pas parce que je crois en moi que je deviens plus fort, c'est parce que je suis plus fort que je peux me permettre de croire en moi. Et donc, si aujourd'hui vous êtes en train de douter, vous vous dites, je suis entrepreneur, j'ai besoin de parler à des gens, j'ai besoin de parler à des clients, j'ai besoin de leur montrer que mes services et mes produits sont bons pour eux, mais je suis un peu timide, j'aime pas trop ça, c'est pas mon exercice favori, et ben sachez que vous devez vous donner un petit coup de pouce mental. C'est clair que c'est utile, c'est mieux de ne pas être son propre ennemi, mais surtout ce que vous devez faire, c'est passer à la pratique, appliquer des conseils, faire des exercices pour augmenter votre compétence. Donc retenez bien, c'est votre niveau de compétence qui va déterminer votre niveau de confiance et pas l'inverse. Il y a une deuxième idée reçue ou une espèce de fausse bonne idée qui pourrait limiter votre progression à l'oral, c'est de consommer du contenu et de croire que ça va vous aider. Bon, c'est un petit peu ironique parce que vous êtes en train de consommer ce contenu, mais je vais vous dire pourquoi est-ce que ça sert entre guillemets à rien. Pour progresser à l'oral, il faut s'exercer. C'est littéralement comme la progression dans un sport. Il faut que ça passe par le corps, par le mouvement, par la pratique in situ, dans des conditions réelles. Pour vous donner un exemple, vous pourriez emmagasiner des connaissances en m'écoutant, prendre connaissance de l'existence de certaines techniques, de certains courants, de certaines choses à faire et à ne pas faire. Vous deviendriez alors plus cultivé, mais pas plus compétent. L'exemple qui va vous parler tout de suite, c'est, disons que je veux travailler mon summer body et que j'ai envie d'avoir mes abdos à la plage et qu'aujourd'hui je pars de zéro, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je dois regarder toutes les vidéos de Thibaut InShape, me taper des documentaires sur Arnold Schwarzenegger, d'acheter des livres sur comment sont composés les abdos, comment fonctionne le métabolisme? Ou est-ce que je dois juste prendre un programme de musculation et l'appliquer sur plusieurs mois en mangeant proprement? La personne qui regarde que des vidéos, elle aura absolument aucun résultat. La personne qui aura suivi le programme, elle aura un minimum de résultats à la hauteur de son implication dans le programme. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Là, vous m'écoutez, mais limitez-vous à ça et allez tout de suite derrière appliquer ce que je vous dis et passez à la pratique. Une fois qu'on passe à la pratique, ce n'est pas tout. Parce que oui, je pratique, mais je ne progresse pas. Ça aussi, c'est un fléau. Parce que, en réalité, le fait de parler, vous savez le faire depuis que vous êtes petit. Et donc, si la pratique était une vertu en tant que telle, vous seriez déjà des champions du monde de la prise de parole, des champions du monde du débat, vous donneriez des masterclass. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Et la raison à ça, c'est que la progression dépend d'un cycle qui a deux dimensions. La pratique, l'examen. La pratique, ça passe d'abord par l'anticipation. L'anticipation qui va vous permettre la préparation. Donc, vous devez vous dire, OK, cette semaine, je vais parler à qui pour lui demander de faire quoi, pour obtenir quoi. Ensuite, vous vous préparez. Comment est-ce que je pourrais parler pour obtenir les résultats que je souhaite avoir au sein de cette prise de parole? Donc, pas juste comment je vais bien formuler mon idée, mais comment je vais bien la formuler pour que cette personne comprenne mon idée. Donc, ça veut dire que si la personne en face de vous, elle est sportive, vous allez peut-être utiliser des métaphores qui sont relatives au sport. Si la personne en face de vous, c'est un expert comptable, vous allez peut-être utiliser des métaphores qui relèvent de la comptabilité. Ok, si c'est des gens qui savent cuisiner, peu importe, vous m'avez compris, vous adaptez votre stratégie à votre interlocuteur. Ça, c'est un. J'anticipe la stratégie. Ensuite, je pratique, je le fais. Et une fois que je l'ai fait, je ne m'arrête pas là. Parce que ce qui transforme la pratique en expérience, c'est l'examen. Et donc, vous pratiquez et tout de suite derrière, vous vous examinez. Quel résultat j'ai obtenu? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que je dois garder la prochaine fois? Et si vous vivez dans ce cycle, chacune de vos prises de parole va représenter une marche supplémentaire de cet escalier qui va vous mener vers l'excellence. Si vous ne vous examinez pas, c'est pas des marches que vous avez, mais des plateaux. Donc vous allez marcher tout droit et l'étage de l'excellence, vous allez absolument jamais l'atteindre. Donc on anticipe, on pratique et on s'examine pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Il peut y avoir un autre piège qui va venir freiner vos bonnes intentions. C'est le piège de la perfection. Acceptez une chose, la perfection n'existe que dans le monde des idées. Ce que j'appelle moi l'idéalistan. Des gens qui sont idéalistes, ils vivent là-bas, c'est gouverné par des bisounours. Nous, vous et moi, on vit dans le réalistan, dans le concret. Et le réel, il est forcément imparfait, c'est ça qui fait qu'il existe. Les seules personnes qui ne se trompent jamais, c'est ceux qui ne parlent jamais. Dès lors qu'on parle, c'est imparfait. Il y a des bafouillements, il y a des il y a des hésitations, il y a la voix qui déraille un petit peu. C'est normal, vous êtes un être humain. Donc à partir de là, vous êtes un être faillible. Donc acceptez cette imperfection qui fait partie du jeu. Maintenant, j'entends que vous visez l'excellence, que vous voulez bien faire et que vous voulez pas vous contenter de juste accepter vos erreurs. Vous voulez viser plus haut. Ok, ça c'est juste une chose. Si vous vous jugez pendant que vous performez, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Parce que vous allez être en posture d'orateur
mais également en posture d'auditeur de votre propre prise de parole. Et il n'y a personne au monde qui va vous juger plus durement que vous-même. Il n'y a qu'à regarder des vidéos de vous en train de parler, vous allez être la personne qui va penser que vous êtes horrible et que vous ne méritez pas d'être écouté, que ce que vous dites c'est nul et que votre voix elle est bidon. On se juge très durement quand on s'observe soi-même. Et mon problème, c'est pas vraiment que vous vous jugiez durement, c'est que vous vous jugiez durement pendant que vous êtes en train de pratiquer, pendant que vous êtes en train de poursuivre vos objectifs et de prendre la parole. À ce moment-là, vous devez être là pour les autres. Vous devez vous oublier et vous mettre au service de votre message. Et quand est-ce qu'on va revenir à l'examen? Quand c'est l'heure d'examiner. Donc dans ma pratique, je produis, je sors de moi et je vais vers les autres. Une fois que c'est fini, que je suis face à ma feuille, je retourne de devenir mon auditeur. Et là, ça c'était bon, ça c'était pas bon, ça t'aurais dû le faire, ça tu l'as bien fait, bravo. Et c'est à ce moment-là qu'on devient critique de soi-même, pas pendant le match. On ne sort pas de son match, on reste concentré jusqu'au coup de sifflet final. Après, on regarde les vidéos avec le coach. La deuxième chose vis-à-vis de cette quête de la perfection qui va vous perdre, c'est que vous ne savez pas ce dont les gens ont besoin. Donc, la plupart du temps, vous allez préparer un texte de vente, une présentation personnelle, en pensant savoir que vous savez ce dont les gens ont besoin pour pouvoir vous suivre et adhérer à vos idées. Ça, c'est ce que j'appelle un orateur de texte. Un orateur de texte, c'est quelqu'un qui prépare son texte et qui ensuite est amoureux de son texte. Et il ne veut que répéter son texte, réciter son texte. Malheureusement, cet orateur-là, il vit peut-être une bonne expérience dans sa tête, mais il n'a pas beaucoup de résultats. Les gens ne se connectent pas vraiment à lui parce qu'ils ne sentent pas que cette personne est présente pour eux. Elle est présente pour le texte. Et ça se voit. Un orateur de cœur, en revanche, c'est quelqu'un qui prépare son texte et qui est prêt à le sacrifier à mesure qu'il improvise et qu'il s'adapte aux besoins de son public. Mais alors, comment est-ce qu'on s'adapte aux besoins de son public? En l'écoutant. Mais comment est-ce que je peux l'écouter si je suis en même temps en train de parler? Et bien tout simplement en les regardant, en les observant et en étant présent pour eux. Votre public va sans cesse vous donner des informations et des indications. Quand vous allez expliquer une notion ou que vous allez décrire une caractéristique de votre produit, disons que vous aviez prévu 5 minutes au sein de votre pitch pour une caractéristique. Que vous l'expliquez à votre client ou à votre partenaire et que vous comprenez qu'elle est tout de suite en train de hocher la tête et qu'elle a compris en fait. Et ben à ce moment-là, vous devez sacrifier votre texte. Vous devez abandonner ces 5 minutes et passer à autre chose, passer à la suite. Et vous allez voir peut-être qu'une caractéristique que vous aviez voulu expliquer en 2 minutes va susciter une réaction chez la personne en face de vous qui va commencer à plisser les yeux, qui va commencer à montrer quelques signes de stress, d'incompréhension. Vous captez tout de suite ce stress, ces indications, vous les interprétez, vous vous dites « Ok, cette personne n'a peut-être pas compris ». Et là où vous aviez prévu de passer 2 minutes, eh ben vous allez passer 5 minutes. Et c'est ça un orateur de cœur, c'est quelqu'un qui vient adapter sa préparation en fonction des besoins du terrain et des gens qu'il a en face de lui. Et ça, forcément, ça vous rendra imparfait parce que ça ne sera pas exactement comme ce que vous aviez prévu. Mais tout en vous rendant imparfait, ça vous rendra performant. Donc c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez une perfection qui va vous faire sentir bien, mais pas forcément vous apporter des résultats? Ou est-ce que vous préférez aller dans le champ de bataille, recevoir un petit peu de boue parce que ça ne sera pas parfait, mais au moins, in fine, vous avez du résultat? C'est un choix. Une autre croyance qui pourrait venir limiter votre progression, voire même vous empêcher de vous lancer dans cette quête de l'influence, la persuasion, la prise de parole en public, c'est que pour progresser, eh ben, il faut connaître des techniques. Ça veut dire qu'il faut faire des choses que vous n'auriez pas fait naturellement. Vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir, c'est que vous allez vouloir peut-être intuitivement, peut-être par mécanisme de défense, protéger votre authenticité. Parce qu'on croit aujourd'hui que l'authenticité, c'est quelque chose qui tombe du ciel, qui naît en nous comme ça naturellement, et que pour l'atteindre, il faudrait juste se relâcher. Genre, relâche-toi, fais les choses comme elles viennent et tu seras authentique. Absolument pas. Si vous vous relâchez, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, si vous n'êtes pas consciemment en train d'appliquer des techniques, en train de refuser certaines choses et d'en accepter d'autres, sachez que ce n'est pas vous qui êtes en train de vous exprimer, mais la société. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de socialement déterminé. Vous avez pris exemple sur vos sœurs, sur votre mère, sur votre père, sur votre premier patron, sur votre meilleur ami, sur les séries, sur Barack Obama, peu importe. Vous vivez dans une société, vous avez pris exemple sur ces gens, on vous a inculqué comment vous exprimer. Donc vous êtes en train de vous exprimer comme ils vous ont appris inconsciemment à le faire. Ce n'est pas votre expression naturelle. Le mode par défaut, c'est pas le mode naturel. Le mode naturel, il s'obtient par un travail. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'authenticité n'est pas un relâchement, l'authenticité est un effort. Comment on fait cet effort? Comment on fait ce travail? Vous devez vous confronter à des méthodes, à des techniques, à des outils, à des formations, à des façons de faire qui vont vous apprendre à dépasser d'abord vos paramètres par défaut en vous confrontant à des règles. Donc vous devez pratiquer consciemment des règles. Une fois qu'on a pratiqué ces règles suffisamment longtemps, ces règles nous révèlent des principes. Elles nous expliquent leur philosophie. Vous allez comprendre le pourquoi du comment
derrière une règle. Dès lors que vous accédez à ces principes, oubliez la règle et appliquez-la comme bon vous semble. Et c'est là et seulement là que vous aurez le droit de dire que vous êtes authentique. Prétendre l'authenticité par le relâchement, c'est tout simplement refuser le travail qui vous attend, c'est se mentir à soi-même et c'est malheureusement prononcer les mots des autres. Une autre croyance qui pourrait vous retenir de passer à l'action est de vouloir performer à l'oral, sachant que c'est la compétence qui sera littéralement la plus rentable au cours de votre vie, d'un point de vue perso ou pro. C'est pour ça que je tiens vraiment à démonter toutes les choses qui pourraient vous retenir. Quand on cherche à être bon à l'oral, c'est qu'on veut avoir un certain pouvoir sur les autres. C'est qu'on veut leur faire comprendre certaines choses, voire même leur faire faire certaines choses. Acheter mon produit, acheter mon service, rejoignez mon équipe, nouer un partenariat avec moi, participer à mon événement, financez-moi, peu importe. On demande une action. Cette action, ça veut dire avoir du pouvoir sur les gens. Et donc, il faut être à l'aise avec cette notion. Et avec le pouvoir, à chaque fois avec mes clients, il y a un dilemme qui se pose et une question que je dois traiter, qui les rend mal à l'aise parce que je leur explique des techniques, les techniques fonctionnent, et du coup, ils sont mal à l'aise, ils ont l'impression qu'ils sont en train de manipuler les gens. Donc, on va faire cette différence et cette distinction entre l'influence et la manipulation. Le problème, il vient d'où? Influencer, c'est avoir du pouvoir sur les gens, leur faire faire des choses, avoir un impact. Manipuler, qu'est-ce que c'est? C'est avoir du pouvoir sur les gens, leur faire faire des choses, avoir un impact. Et donc, on pourrait très facilement confondre ces deux définitions. On pourrait facilement les confondre, d'autant plus qu'elles ont une partie qui se superpose. Manipuler, ça a deux sens. Il y a un premier sens qui est agir sur. Et par exemple, transporter, déplacer, manipuler un objet. Vous comprenez l'idée. Le deuxième sens, c'est prendre le contrôle sur. Nous, ce qu'on fait, c'est la première définition. On agit sur les croyances, on déplace certaines opinions, on fait bouger les gens, on leur fait faire des actions, mais on ne prend pas le contrôle sur eux. Et alors, comment on fait pour ne pas prendre le contrôle sur eux? On ne ment pas et on avance toujours en ayant des intentions qui sont saines. C'est ça qui va déterminer si vous êtes un manipulateur ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a de l'influence. Mais c'est quand même un dilemme qui mérite d'être posé parce que demain, vous aurez ce pouvoir-là, vous aurez ces techniques-là lorsque vous vous serez formé. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, vous pouvez manipuler. Il y aura des personnes qui seront vulnérables, plus que d'autres, à ce pouvoir-là. Et ça va être à vous, à votre éthique, à votre morale, de dire non et de solliciter l'esprit critique de la personne en face de vous. Moi, aujourd'hui, en clientèle, j'ai des personnes qui viennent me voir, on fait un rendez-vous, voilà, je pense que ça peut être intéressant de me former avec toi, Ahmed, je veux apprendre à persuader, etc., etc. Je m'arrête toujours quand les gens sont trop déterminés et je leur demande qu'est-ce qui leur fait croire cela? Pourquoi moi et pas un autre? Tu viens te former avec moi sur de la vente, mais je suis pas un spécialiste de la vente. Qu'est-ce qui te fait croire que mes techniques d'influence et de persuasion vont t'aider dans la vente? Donc en fait, je vérifie que les gens, même quand mon pouvoir a fonctionné sur eux, il a fonctionné pour de bonnes raisons. C'est dans mon intérêt de faire ça et c'est aussi dans le vôtre. Si demain j'accepte quelqu'un qui croit qu'à Cratéo, on fait que des exercices de vente, qu'on apprend à faire du cold calling, oui, bonjour monsieur, je l'accepte dans ma formation, mais le mec, il va être choqué parce que c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on apprend à développer son leadership, à influencer les autres, à inspirer, à avoir une posture de pouvoir et de chaleur en même temps, d'avoir des relations équilibrées, d'avoir de l'influence autour de soi. On n'apprend pas à appeler les gens qui ont rien demandé pour décrocher un rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, cette personne? Elle va penser que je suis un formateur qui est nul, que je lui ai vendu tout et n'importe quoi. Et derrière, elle va m'en vouloir. De la même manière, si les gens vous suivent pour les mauvaises raisons, que vous pensez qu'ils ont trop succombé à ce pouvoir-là, vous devez utiliser vos garde-fous et aller solliciter leur esprit critique pour qu'ils puissent se défaire de leurs premières idées et donc se dire « Ah, c'est vrai que finalement, c'est pas forcément pour moi ta formation. Ah, c'est vrai que finalement, votre produit ne correspond pas à mes besoins. » Ils doivent avoir la possibilité de le dire et s'ils ne le disent pas eux-mêmes, donnez-leur la possibilité de le faire. Et là, vous êtes sûr de ne jamais manipuler les gens. C'est la fin de cette première vidéo. On a parlé dans cette vidéo des croyances qui allaient limiter votre passage à l'action, amoindrir vos résultats ou vous piéger dans des fausses bonnes idées qui vont jamais vous faire progresser. Maintenant que c'est bon, qu'on a les bonnes dispositions mentales pour avancer, je vous attends dans la prochaine vidéo où je vais littéralement vous transmettre les techniques les plus efficaces pour pratiquer et progresser immédiatement.